Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Landau Associés pour VK. On va parler des inventaires dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec en matière d'agent le Conseil constitutionnel qui traite de montant de la pension de retraite d'un fonctionnaire reclassé dans le cadre d'une réforme statutaire, la Cour de cassation qui nous dit quelle indemnité verser à un agent contractuel mis à disposition d'un organisme privé, licencié, mais ce licenciement est nul. La CA de Versailles, de son côté, nous dit qu'il n'y a pas de protection fonctionnelle pour un sapeur-pompier accusé d'agression sexuelle, parce que certes, cette agression a bien eu lieu dans la caserne, mais pas à l'occasion de l'exercice des fonctions. Et le Conseil d'État, qui, lui, nous dit que l'accident survenu dans le garage de l'ensemble résidentiel où se trouve l'appartement de l'agent, qui partait au travail, c'est déjà un accident de service. Et puis alors, n'hésitez pas à mettre sur pause une rafale de textes au journal officiel sur le régime indemnitaire et les emplois des juges, magistrats dans les juridictions administratives de droit commun, TA, CA, Conseil d'État, mais aussi financières. D'accord ? Chambre générale territoriale des comptes, Cour des comptes. En matière de contentieux, le point de départ, en l'occurrence c'était une affaire concernant des agents, la Banque de France, le point de départ doit déterminer la prescription en se référant à la date à laquelle le titulaire du droit a connaissance de la décision litigieuse. Et quels sont les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe ? Réponse avec un décret du 16 juillet 2025. Ça peut concerner les collectivités. Le Conseil constitutionnel a censuré ce qu'on appelle le contradictoire asymétrique. Alors en l'occurrence c'était pour des procédures concernant des étrangers, mais ce qu'est le contradictoire asymétrique et qui se retrouve aussi dans d'autres domaines, notamment en contentieux administratif de droit commun, notamment en contrat, quand on a besoin de dire il y a telle pièce mais elle est couverte par le secret professionnel, eh bien on peut la présenter au juge mais pas la présenter à la partie adverse. Dans le cas de ce régime de droit des étrangers, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais dans avec une formulation qui fait qu'a priori c'est peu défendable également dans les domaines où dans le monde public on l'utilise pour couvrir des secrets de la vie privée ou des affaires. Ce qui va poser, du point de vue des principes, nous serons nombreux à trouver que on peut pas juger sans avoir eu des échanges à égalité dans les accès aux pièces et autres. Mais en pratique, ça pose plein de problèmes. Alors quand on a des problèmes de sécurité, de terrorisme, il y a ce qu'on appelle la pratique des notes blanches qui marche plus ou moins bien, mais pour lequel on a un mode d'emploi juridictionnel que l'on connaît. Dans un certain nombre de cas, encore une fois, je vous dis, secret des affaires, secret de la vie privée, on peut avoir des problèmes au contentieux maintenant, attention. Et puis, alors, là, vous voyez avoir des problèmes au contentieux, c'est en matière de responsabilité financière des gestionnaires publics. Vous savez, depuis 2023, la responsabilité que les comptables et les ordonnateurs, et parfois des élus, peuvent avoir quand on va aller devant la Cour des comptes et qu'on appelle financière. Quand je dis parfois des élus, c'est parce que les élus sont exonérés de cette responsabilité, oui, sauf gestion de faits, sauf pour un certain nombre d'infractions quand on n'exécute pas ici de justice, sauf réquisition, sauf pour des fonctions qui ne sont pas obligées de leur mandat principal. Bref, ils s'y retrouvent assez souvent. Et ça posait un problème parce que le montant de l'amende était calculé en fonction du montant du traitement, etc. Je simplifie. Ben oui, mais pour ceux qui n'ont pas de traitement ni de salaire, eh bien, on avait fixé une autre grille. Le Conseil constitutionnel vient avec effet immédiat, y compris sur toutes les affaires en cours, de le censurer. Le plus probable, c'est que ça aboutit à la possibilité de juger ces personnes, mais pas de les sanctionner avec une amende. Bon, alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas grave, le législateur va vite corriger le tir. Enfin, par les temps qui courent, le législateur, en minimum, cela attendra-t-il la rentrée avec toutes les complexités que l'on connaît en ce moment. Alors, c'est pas un petit sujet. Continuons avec la responsabilité des élus. Vous savez, on l'a déjà parlé, quand il y a une condamnation pénale en première instance, mais avec exécution provisoire d'une peine d'éligibilité, ça entraîne l'inéligibilité immédiate des élus locaux, alors que c'est que en fonction d'une décision pénale définitive que l'on perd des mandats parlementaires nationaux. Ok, ça, on a eu plein de décisions ces derniers temps, ça devient clair. Et oui, mais qu'en est-il pour le mandat parlementaire européen ? Et là aussi, ce sont les conséquences de décisions concernant un certain nombre de dirigeants du RN, notamment Madame Le Pen. Eh bien, le Conseil d'État a rendu, le 19 juin, un avis disant a priori, on pense que c'est comme pour les parlementaires nationaux, et donc il n'y a pas d'éligibilité immédiate, même s'il y a eu exécution provisoire, pas d'inéligibilité immédiate pour le mandat européen. Le Conseil d'État dit, à notre avis, non. Et il y a quelques jours, le gouvernement a autorisé la diffusion de cet avis, ce qui prouve qu'il le suivra.
Et de son côté, on change de sujet, quoique pas tant que ça, le tribunal de l'Union européenne confirme la décision du Parlement européen de recouvrer des sommes indûment perçues par feu monsieur Jean-Marie Le Pen. Et élu toujours, je vous ai dit qu'il y avait pour les élus locaux une perte du mandat quand il y avait condamnation, même en première instance, donc il y a exécution provisoire. On l'a su pour les élus municipaux et régionaux par des décisions de juin, et par décision de juillet, on a confirmation que c'est le cas également pour les conseillers départementaux. Il n'y a pas beaucoup de doutes. Les élus, maintenant, quand ils exercent leurs fonctions, ils peuvent prendre des décisions, notamment de police. Mais est-ce que, parfois, ça peut même empiéter sur certaines compétences de l'État ? Bon, vous le connaissez tous, quand vous avez le droit, par exemple, de durcir un arrêté aux besoins départemental dans certains cas. Mais il y a certains domaines de police où on le peut, d'autres où on le peut pas, et certains cas où on le peut, mais dans des cas rarissimes. Et ben là, on a deux décisions. Le TANIS qui nous dit non, un président de métropole ne peut pas prendre un arrêté de police pour réguler le débarquement et l'embarquement des passagers de navires de croisière. Ok. Et le Conseil d'État qui nous dit non, un maire ne peut pas ordonner la fermeture temporaire d'un débit de boisson, là aussi, pouvoir de l'État, sauf péril imminent. Nuance. En matière de marché, on a l'OCDE qui dit que la France doit accélérer ses achats publics durables avec un rapport, pendant que le Sénat, lui, fait toute une série de propositions concrètes. N'hésitez pas, les voici à mettre sur pause. Et que Bercy nous produit un guide intéressant sur les marchés publics d'assurance. En matière d'urbanisme, un petit décret, mais c'est quasiment que la recodification, sur les missions des architectes des bâtiments de France. Et puis, petit pavé dans la mare, concernant CEREMA, ANCT et certaines missions de l'ADEME, un rapport de plusieurs inspections de l'État, IGA, IGAS, IGF, etc. quand même, bon. CGDD, étudie l'ingénierie territoriale de l'État, estime qu'elle est désorganisée, coûteuse, voilà, pas forcément si utile que ça, et propose des évolutions assez mesurées, mais conduisant vers 3 scénarios qui, eux, dont un notamment est assez radical. Donc, à suivre. Et puis, on ne change pas vraiment de sujet, les finances. La même semaine, on a eu des annonces sur l'avant-projet de loi de finances du Premier ministre de la France qui inquiète beaucoup dans le monde des collectivités, sur le DILICO, sur toute une série d'éléments financiers, une baisse FCTVA, et puis des annonces de la présidente de la Commission de l'Union européenne qui font craindre également un certain nombre de choses pour des financements qui concernent les collectivités. Donc, semaine un peu inquiétante pour les finances des collectivités territoriales. Semaine, en revanche, rassurante dans un certain nombre de domaines, que ce soit pour l'Union européenne, comme des annonces de Bercy et du Premier ministre surtout, notamment en termes d'équilibre budgétaire. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, inventaire comptable et physique, conseils et méthodes. Beaucoup de collectivités se mettent à aborder plus sérieusement leurs inventaires. Dans certains cas, le facteur déclencheur est de travailler sur des futurs DSP ou parce que l'on a découvert que ne pas avoir un inventaire patrimonial carré était catastrophique quand ensuite on a des biens de retour et de reprise à gérer. Dans un certain nombre de cas, ça vient aussi des problèmes d'assurabilité. Oui, les assureurs ne veulent plus payer uniquement en fonction d'un ratio au mètre carré ou ce genre de choses. Ils veulent savoir si votre gymnase est récent, pas récent, est-ce qu'il y a eu des dégâts des eaux, est-ce qu'il a une valeur de 1 million, de 9 millions, ce qui sont des demandes assez compréhensibles. Face à tout ça, on se retrouve avec un inventaire comptable et un besoin d'un inventaire physique avec une vraie politique d'amortissement, d'état des lieux et autres. Et j'ai voulu poser quelques questions à M. Alabadi, qui est cadre territorial et intervenant au CNFPT. Bonjour monsieur. Bonjour. Premier élément, la base. Quels sont les référentiels à avoir, à utiliser en matière d'inventaire? Alors, les référentiels que je ne saurais trop conseiller, c'est d'abord de vous procurer, notamment dans le site collectivité locale, le référentiel contrôle interne. C'est ce qu'on appelle les référentiels de contrôle interne et les RCI. Alors, en matière d'inventaire, vous allez avoir, je dirais, vraiment une fiche bien spécifique et qui va lister ces différents points que vous pouvez vérifier quand vous tenez l'inventaire. Le détail de ce référentiel
va vous permettre d'insister sur, la procédure de réception, d'enregistrement de votre bien. Deuxième point qui va être passé en revue, ce sera notamment quel est l'inventaire physique que vous tenez, quel est l'inventaire comptable. Et puis, bien évidemment, il y a une fin pour chaque bien, c'est notamment, on traitera les procédures de sortie, et je crois qu'il y a pas mal de points à vérifier là-dessus. Et quelles sont les fautes usuelles ? Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer en termes de risque, mais plus largement de gestion ? Je sais que vous avez dépouillé un grand nombre d'observations de gestion dans des rapports donc, de chambre régionale ou territoriale des comptes. Qu'en déduisez-vous ? Alors, moi, si j'avais un bon conseil à donner pour la tenue de l'inventaire, c'est de relire un petit peu les observations qui ont pu être émises auprès d'un certain nombre de collectivités. Et c'est vrai que quand on voit les erreurs réalisées, on trouve quoi ? L'absence d'inventaire physique. Pas mal de collectivités locales tiennent l'inventaire comptable, plus ou moins bien, mais ce qui est noté, c'est l'absence d'inventaire physique. Ce qui est aussi reproché, c'est la présence de matériel ancien. Peut-être prévoir une procédure justement pour permettre l'épurage de ces matériels. Je dirais que vous avez aussi des libellés qui sont plutôt bizarres ou imprécis. Autres bâtiments, achat de matériel suite à un vol, c'est un exemple. Hein. Matériel informatique et bureautique, oui, mais lequel ? Est-ce que c'est tel produit ou tel produit ? Donc il faut être beaucoup plus précis. Ou mobilier, mais c'est quoi ? Vous voyez, c'est ce genre d'erreurs qu'on constate pas mal dans les inventaires et qui peuvent donner lieu à des corrections à faire qui sont exigées par les CRC. Il faut aussi prendre soin de cet inventaire physique avec un état des lieux, une politique d'avertissement, une vraie individualisation, une valorisation, sinon on aura de nombreuses difficultés. Qu'avez-vous à nous en dire ? Alors, l'inventaire physique, je dirais qu'il est consubstantiel aussi de l'inventaire comptable. Donc, on ne peut pas envisager l'un sans l'autre. Alors, je dirais que l'inventaire physique, eh bien, il comprend un certain nombre de pièces qui vont permettre d'attester de la réalité du bien. Et qui dit réalité, si je fais par exemple l'acquisition d'un véhicule, eh bien, tout d'abord, vous avez la facture. La facture de ce bien, mais c'est aussi, par exemple, eh bien, la tenue d'un cahier qui va permettre de noter voilà, les entrées, les sorties, qui l'utilise. Donc, ça permet d'attester de la vérité de ce bien. Quand vous avez acquis ce bien, vous avez une valeur qui est prévue dans la facture. Et donc, effectivement, vous êtes en capacité de pouvoir déterminer non seulement sa valeur nette comptable, avec les amortissements qui seront pratiqués par certaines collectivités de plus de 3500 habitants, mais vous avez d'autre part les renseignements qui vont avec, notamment quelle est sa nature, est-ce que c'est un véhicule Renault, est-ce que c'est un véhicule Peugeot, enfin bref, toutes les caractéristiques qui vont avec. Via l'inventaire naissent des risques, par exemple en matière de véhicules, et au contraire, parfois, des risques apparaissent, mais peuvent être prévenus parce qu'on les identifie par une politique d'inventaire. Par exemple, identifier l'absence de recettes dédiées à un bâtiment, n'est-ce pas ? Alors oui, effectivement, la gestion des véhicules, c'est un exemple que je cite souvent lors de mes interventions, c'est qu'il faut prévoir une délibération annuelle, notamment pour protéger d'une part les élus qui sont amenés donc à utiliser ces véhicules, soi-disant de direction. Dans certaines collectivités, on les nomme des véhicules de direction. Et donc, effectivement, il faut une délibération pour protéger nos élus. Mais s'il y a les élus à protéger, vous avez aussi les agents de la collectivité qui, eux aussi, doivent pouvoir bénéficier d'une délibération qui va préciser les modalités d'utilisation. Alors, sur ce premier point, je rajouterai une deuxième précaution, et vous l'avez rappelé utilement, c'est notamment l'utilisation de certaines salles. Là, par contre, je dirais qu'il faut vérifier le principe suivant, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation, usage gratuit ou occupation gratuite du domaine public. Donc, à un moment donné, certains bâtiments doivent pouvoir
générer un certain nombre de revenus et vérifier si c'est vraiment effectif. Alors, je ne dis pas qu'il faut automatiquement prévoir un prix de location pour chaque bien. Il y a quand même des mises à disposition gratuites, mais tout cela doit être validé dans le cadre d'une délibération. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.